Allez, c'est parti pour une nouvelle exploration. Aujourd'hui, on plonge tête la première dans la philosophie truculente. C'est, comment dire, une œuvre vraiment singulière, un cadre hyper satirique qui démonte pièce par pièce les absurdités, disons-le franchement, flagrantes des dictatures postcoloniales. Et croyez-moi, c'est une lecture absolument fascinante. Ça mélange une ironie super mordante avec une vraie sagesse traditionnelle. Le but, comprendre exactement comment le pouvoir absolu fonctionne et surtout comment il arrive à s'accrocher. Du coup, regardons un peu plus près ce texte source rédigé par Banner Mulongo. L'approche ici est vraiment unique. L'auteur a une plume acérée, presque théâtrale, qu'il mixe avec des concepts autochtones super riches pour vraiment décortiquer la machine du pouvoir. En fait, l'idée ce n'est pas juste de faire une énième critique politique, non, c'est de proposer un véritable rituel pour déconstruire ces régimes autoritaires de l'intérieur. Alors, voici la feuille de route de notre analyse. On va d'abord passer par l'anatomie du monarque grotesque, les rouages du pouvoir absolu, l'héritage toxique de la colonisation, l'art de quantifier le pouvoir, les 5 piliers du discernement, et pour finir en beauté, la forêt vaincra la vivace. On attaque donc tout de suite avec notre première partie, l'anatomie du monarque grotesque. Dans ce texte, le tyran est littéralement décrit comme un roi des cons, un dirigeant complètement bouffé par son propre ego, plutôt que guidé par la moindre raison politique. Cette citation, d'ailleurs, frappe vraiment dans le mille. On y parle du narcisse national. C'est le genre de leader intimement convaincu que le pays tout entier n'est qu'un immense miroir de sa propre personne. C'est exactement le profil du bâtisseur du vide, quelqu'un qui va ériger des monuments titanesques à sa propre gloire, mais qui, étrangement, oublie de construire des hôpitaux ou des écoles qui tiennent debout. Et pour bien ancrer tout ça dans le réel, l'auteur s'appuie sur du concret. Des figures historiques qu'on connaît, Idi Amin Dada, Mobutu ou encore Kadhafi, ils servent vraiment de cas d'école ici. Chacun incarne, à sa manière, les pires dérives du pouvoir. La mégalomanie à l'état pur, une peur viscérale du peuple et bien sûr cette espèce d'obsession maladive pour le contrôle absolu de la moindre parcelle de la société. Ce qui nous amène à la deuxième partie, les rouages du pouvoir absolu. Parce que bon, l'absurdité toute seule, ça ne suffit pas pour garder les rênes d'un pays. La vraie question, c'est comment un tel système arrive-t-il à survivre à son dirigeant pendant des décennies? L'analyse pointe du doigt ces facteurs clés. Ça va du bidouillage pur et simple des constitutions pour faire sauter les limites de mandat, jusqu'à l'exploitation des richesses du pays pour, concrètement, acheter la loyauté des élites. C'est une vraie ingénierie de la survie, une machine redoutable conçue pour museler toute opposition par la peur. En fait, c'est comme si on examinait un patient gravement malade. L'auteur dresse un diagnostic clinique super clair. L'idée derrière, c'est d'utiliser ces symptômes précis pour réveiller ce qu'on pourrait appeler une vigilance éthique. Être capable de repérer les signaux d'alarme, comme les arrestations arbitraires ou les cultes de la personnalité étouffants, pour reconnaître une dérive autoritaire avant qu'il ne soit trop tard. Passons maintenant à la troisième partie, l'héritage toxique de la colonisation. Alors là, on touche à un point hyper intéressant, le fil conducteur direct entre le dictateur moderne et l'ancien colonisateur. Tout repose sur une règle de logique formelle, le modus tollendo ponens. Ne fuyez pas, c'est très simple. Appliquer à la politique, ça veut dire que quand la souveraineté du peuple est niée, la domination devient la seule et unique vérité imposée. L'argument de l'auteur, c'est que la dictature post-coloniale n'est absolument pas un accident de parcours. C'est carrément une suite logique, un recyclage pur et dur de la colonisation où la voix du peuple reste, dans un cas comme dans l'autre, complètement étouffée. Le truc vraiment crucial à retenir ici, c'est que le despote, il gouverne exactement comme le colonisateur le faisait avant lui. Zéro consultation citoyenne, zéro transmission de savoir, zéro mémoire. C'est ni plus ni moins qu'un braquage des structures d'oppression qui étaient déjà en place, que ce soit l'armée, l'administration ou les lois. Tout le paquetage est juste réquisitionné au service d'un nouveau maître. Allez, on avance avec notre quatrième partie, l'art de quantifier le pouvoir. Pour bien décrire cette espèce de système de gouvernance complètement aberrant, l'auteur sort de son chapeau un mot génial, un verbe inédit, quantifier. En gros, le dictateur, c'est le roi Midas, mais de la stupidité. Il transforme l'absurdité en véritable institution. Par la magie de la propagande, ses pires erreurs deviennent des vertus officielles. Et l'ignorance est carrément enseignée comme si c'était le summum du patriotisme. Faut le faire quand même, hein? Et pour illustrer cette perversion jusqu'au bout, le texte met en place un petit tribunal satirique super bien pensé, en opposant deux homonymes. D'un côté, on a Gaston Courtois, qui incarne l'art véritable d'être un chef, celui qui gouverne avec dignité et au service des autres. Et face à lui, Georges Courtois. Lui, c'est le braqueur rhétorique, la posture grotesque du tyran à qui l'on murmure des conseils très cyniques, du genre « surtout, n'oubliez pas d'humilier avec élégance ». C'est un choc frontal, vraiment, entre le pouvoir qui écrase et le pouvoir qui élève.
Et on arrive à la 5e partie, la lumière au bout du tunnel, les 5 piliers du discernement. Après avoir bien démonté les rouages de l'absurdité tyrannique, l'analyse se tourne vers les solutions, en s'inspirant de la sagesse traditionnelle. Voici donc les 5 piliers du discernement. Ça, c'est l'approche du Mukelenge, le vrai chef traditionnel. C'est une méthode autochtone, ultra mesurée et profondément éthique du pouvoir. À des années-lumière du dictateur qui réagit à chaud et par pur ego, le vrai leader, lui, il prend le pouls, il respecte un temps sacré pour la réflexion et surtout, il reste sur le qui-vive face à l'usure et à la fatigue morale. Cette citation, elle est juste magnifique. Elle résume toute la dualité qui traverse l'œuvre. D'un côté, on a l'érosion, l'épuisement total causé par un pouvoir dictatorial, qu'on qualifie ici de pouvoir volé, et de l'autre, on a cette nature sacrée, presque apaisante et guérisseuse, d'un leader qui a la vertu du discernement. C'est littéralement le jour et la nuit. Ce qui nous mène à notre toute dernière partie, la 6e, la forêt vaincra, la vivace. Pour clôturer tout ça, l'auteur nous lâche un vrai message d'espoir, une puissante métaphore sous forme de slam poétique. Il y compare le dictateur à une mauvaise herbe, une de ces plantes vivaces, hyper tenaces. Ça pousse bruyamment, ça envahit tout, ça masque la lumière. Mais attention, juste en dessous, dans l'ombre, il y a la forêt. Et cette forêt, c'est le peuple, vaste, extrêmement diversifié, qui respire en silence. Et c'est cette forêt qui, inévitablement, finira par briser l'ombre de cette plante envahissante. C'est quand même dingue de voir à quel point cette philosophie arrive à désosser les mécanismes du pouvoir avec une telle précision, non? Et la question qui reste en suspens à la fin de cette analyse nous pousse vraiment à réfléchir sur notre propre rôle. Comment est-ce qu'on fait, collectivement, pour griller ce mécanisme absurde? Et surtout, comment cultiver la résilience de cette forêt politique pour tenir tête aux dérives autoritaires? Finalement, la réponse germe peut-être déjà juste là, sous nos pieds. À méditer.